Bienvenue à Sissyland. Au total, plus de 400 articles référencés, tous à l'image de Sissi. Regardez-moi ces beaux t-shirts. Ils ne vous plaisent pas ? En matière de tourisme, Vienne est une valeur sûre. Aujourd'hui, c'est la 4e ville d'Europe la plus visitée. Cette année, elle a accueilli 3 millions de touristes. Et pour se vendre, tous les ans, Vienne choisit un thème. 98 étaient placés sous le signe de Sissi. Élisabeth devenue l'impératrice des têtes de gondole. Son image est universelle et avec elle, on peut tout vendre. Il suffit simplement d'ajouter son portrait sur chaque produit. Dans le jargon du marketing, c'est ce qu'on appelle le merchandising. Vin, confiture, thé, café, tout est bon pourvu qu'il soit labellisé Sissi. Et ça a marché, les touristes se sont rués sur les produits. Toutes ces séries d'objets en tissu se sont très bien vendues. Celle-ci est basée sur le rouge, car c'était la couleur de la maison impériale. Voici les pochettes. Sissi les adorait. Nous avons aussi les coussins, les boîtes, les étuis à lunettes. Et puis bien sûr la photo de l'impératrice jeune. Et une autre où elle porte ses fameuses étoiles de diamants. Ça fait un carton. Là, ce sont des coussins. Les touristes adorent. On peut les transporter facilement. Ça ne prend pratiquement pas de place. C'est dans cet immeuble que l'opération Sissi a été montée. Pour vendre Vienne, Karl-Zettlinger a sa recette. Pas question de campagne publicitaire, il a tout simplement fait appel à la presse. Au total, il a invité 1000 journalistes venus du monde entier. Résultat, des milliers d'articles et tous les jours, il consulte sa revue de presse internationale. En un an, nous avons eu plus de 70 articles dans la presse française. Ça a très bien marché. Seul investissement pour Vienne, cette affiche, présente dans tous les aéroports. Sur cette affiche, nous avons voulu représenter les différentes facettes de la ville de Vienne. L'art, l'architecture, le romantisme, la musique et bien sûr, le tout est symbolisé par l'image de Sissi. Et là, nous avons évité l'incontournable Romy Schneider. On a préféré une autre actrice. Le château de Schönbrunn, la résidence de l'impératrice Sissi. Et quand on aime Sissi, c'est pour ça qu'on vient à Vienne. Sur les 1441 pièces, 6 d'entre elles lui étaient réservées. Pour ce centenaire, tout a été rénové. Il fallait offrir quelque chose de plus. Pour la première fois, les visiteurs ont pu découvrir la chambre à coucher d'Élisabeth, la fameuse salle de bal, mais aussi des dizaines de robes, de bijoux. Bilan, 1 500 000 visiteurs. Tous les touristes viennent ici pour voir comment Sissi vivait et surtout pour savoir où elle a passé une grande partie de sa vie. Ils veulent comprendre quelle était sa vie quotidienne, quelles étaient ses occupations. En fait, il n'y a que comme cela que l'on peut se rendre compte, avoir un réel aperçu de la vie de Sissi à la cour impériale. À la sortie du temple, les marchands. Bienvenue à Sissyland. La boutique appartient au château. Au total, plus de 400 articles référencés, tous à l'image de Sissi. Cette broche en forme d'étoile est une réplique de celle que portait Sissi dans ses cheveux ou sur ses robes. Nous l'avons fabriquée spécialement pour le centenaire de sa mort. C'est incroyable, c'est dingue, c'est ce qu'on se dit aussi avec les Barbies. C'est trop... Regardez-moi ces beaux t-shirts. Ils ne vous plaisent pas ? Ça, par exemple, c'est un article que nous avons vendu comme des petits pains. C'est pas un peu kitsch ? C'est vrai que c'est un peu kitsch, mais les touristes adorent ça. C'est un souvenir. Voici la Sissi Barbie. Nous en avons déjà vendu près de 2000 exemplaires. Et bien sûr, elle est vendue accompagnée de son prince charmant. Pour le commerce, Sissi est une locomotive. Et dans ce domaine, rien n'a été négligé. Le marché de la vidéo l'a bien compris en proposant le fameux film Sissi impératrice, traduit en plus de 20 langues. Au total, cette année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions de shillings. Et ça uniquement avec les produits Sissi. En fait, ça représente environ 20 ou 30% de notre chiffre global.
Vienne a réussi son pari. En moins de 10 ans, elle s'est affirmée comme l'une des toutes premières destinations touristiques. Après Sissi, l'an prochain, le produit d'appel a pour nom Johann Strauss. Le 25 décembre 1989, Nicolae Ceausescu était fusillé. C'était la fin d'une époque. 10 ans après, le génie des Carpates réapparaît sur Internet. Son image est exploitée pour vendre son immense patrimoine. Toute la garde-robe a été vendue, ainsi qu'une dizaine de bateaux. Mieux, aujourd'hui sont créés les circuits Ceausescu, un séjour sur mesure dans ses villas et ses châteaux luxueux. Dormir dans le lit du conducteur est désormais possible. Pour une durée de quelques jours, on peut désormais s'offrir les maisons de Ceausescu. Comme ici, ce pavillon de chasse au cœur de la Transylvanie. 3 étages et pas moins de 110 pièces. Ce projet a vu le jour grâce à Mihail Nica, directeur du protocole du gouvernement. Après des études commerciales aux États-Unis, il met en application ce qu'il a appris. Ce patrimoine est une mine d'or, il faut le rentabiliser. Partant de Bucarest en hélicoptère, les clients seront déposés directement dans les maisons. Chacune a son héliport privé. À la fin de leur séjour, retour sur Bucarest, mais là, rien n'a encore été préparé pour eux. Notre but est d'attirer une clientèle de luxe, des gens qui peuvent se payer ce type de prestations. Et s'ils désirent qu'on leur raconte l'histoire de notre pays, pas de problème. Et combien ça va coûter? Environ 4 000 $ la nuit. 24 000 francs pour une nuit. Sinaia, la résidence d'été des époux Ceausescu. La plus belle des 10 maisons du circuit. Pour la première fois, une caméra de télévision est autorisée à y pénétrer. Les clients qui arriveront en voiture passeront par cette allée. Elle est toujours gardée. Ils feront le tour de cette rotonde et ils se gareront ici. Ceausescu, lui, mettait sa voiture là-bas, juste en face de son bureau. Et pour rentrer, il empruntait cet escalier. Avec sa vingtaine d'employés, dans quelques mois, Aurora Butschur accueillera ses premiers clients. Voilà, nous rentrons dans le bureau. Nicolae Ceausescu aimait beaucoup y travailler. Tout a été gardé en l'état, comme à l'époque. Nous n'avons rien changé. Cette villa de 3 étages ne compte pas moins de 120 pièces. Quand la famille Ceausescu s'y rendait, plus de 50 personnes y travaillaient en permanence. Voilà maintenant le salon. On appelait ça le salon d'accueil. Les clients pourront le transformer comme ils le désirent. Au premier étage se trouvaient les appartements privés de toute la famille. Ici, vous rentrez dans le salon et la chambre de Valentin Ceausescu. C'est plus grand que mon appartement. Venez, on continue. Nous entrons là dans la partie réservée aux 2 époux. Moi, quand je suis arrivée ici, c'est la grandeur de chacune des pièces qui m'a étonnée. Tout de même, je m'attendais à quelque chose de plus petit, de plus normal. Ici, tout est démesuré, à l'image de la folie du dictateur. Sur ce niveau, une chambre, une salle de bain et un salon sont répartis sur pas moins de 400 mètres carrés. Ici, on entre dans la cuisine principale. Elle servait pour tout le palais. Autour de ces fourneaux, à l'époque, il y avait en permanence 3 chefs de cuisine. Il y a tout ce qu'il faut ici, les réfrigérateurs, les fours, les appareils. Tout fonctionne. On peut préparer un repas pour une trentaine ou une cinquantaine de personnes sans aucun problème. Et après le dîner, rien ne vaut un bon film. Là, pas de problème, la maison a sa propre salle de cinéma. Le rideau s'ouvrait électriquement. Ça a coûté une fortune.
Ceausescu aimait les maisons, mais il avait aussi une certaine affection pour les voitures, les belles voitures. Mirael Nica a donc décidé d'en faire profiter les touristes. C'est une Buick ou une Mercedes qui viendront vous chercher à l'aéroport. Voici la fameuse Buick. Un cadeau offert au conducteur par le président américain Nixon. Voici une Hillman. C'est aussi un cadeau. Elle a été offerte par le Shah d'Iran et nous l'avons conservée en l'état et elle fonctionne très bien. Cette Mercedes décapotable est magnifique. Elle roule très bien, elle fonctionne parfaitement. C'était la voiture de Zoé, la fille de Ceausescu. Cette Volkswagen, le dictateur l'adorait. Il la prenait fréquemment pour se rendre à la chasse. Autre surprise, ce bus. Il affiche 800 km au compteur et le conducteur ne l'aurait emprunté qu'une seule fois pour se rendre à la chasse en famille. À l'époque, il avait coûté près de 600 000 francs. Trois chambres, 2 douches et une véritable cuisine équipée, nous sommes bien loin des prestations offertes par un simple camping-car. Ce bus, nous pensons le louer 4 000 $ pour un groupe. Dedans, on peut placer sans problème 2 familles avec des enfants. Il y a de la place. Regardez, c'est rusé comme principe. Et Ceausescu a mangé là. Et tout ça, c'est une page de notre histoire. Bien sûr, ces circuits luxueux vont rapporter des devises à l'État, dans un pays où 70% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Mais la presse critique ces séjours et le projet divise les politiques. Moi, je trouve que d'abord, c'est trop récent. Et ensuite, c'est choquant pour nous. Parce que c'est une façon indirecte de faire l'apologie de ce personnage très négatif dans notre histoire. Sûrement après 50 ans, quand le souvenir sera un souvenir qui n'existe plus que dans les livres, que le côté émotionnel ne sera plus, alors les choses auront tout à fait une autre dimension. Mais pour le moment, je trouve que c'est indécent et c'est choquant. Dernier caprice du conducteur, la construction de cette piscine intérieure. 25 mètres de long, tout en mosaïque, 2 ans de travaux. Ironie de l'histoire, le dictateur est mort avant de pouvoir s'y baigner. Nous venons de recevoir un fax d'un Japonais qui nous dit que ce circuit est le rêve de sa vie. Il est très intéressé de pouvoir vivre cette aventure. Pour nous, c'est parfait. On sait en plus que les Japonais sont des touristes sérieux. Bolivie. Dans ces montagnes, en octobre 67, Che Guevara est abattu par l'armée. Aujourd'hui, le temps d'un week-end, et pour 1500 francs, une dizaine de touristes sud-américains marchent sur ses traces. Le tout nouveau circuit touristique propose tout simplement de revivre les derniers jours du fameux Comandante. Sous une tente, rapide briefing, où l'on vous explique comment, après un an de traque, a été arrêté celui qui devait initier la révolution mondiale. C'est ici que passaient les guerrilleros. Ils avaient 45 kilos sur le dos. Notre idée est de faire revivre cette épopée aux touristes, de faire comprendre comment vivaient ces soldats, et je pense que ça, nous y sommes arrivés. Le soir, bivouac au coin du feu, au menu, haricots rouges pour tout le monde.
Si le Che et ses hommes ont franchi à pied ces montagnes, c'est en bus que nos pèlerins font le même chemin. Première étape, un canyon. Là, le 8 octobre 67, la petite troupe de guérilleros s'est encerclée au fond de la vallée. Le Che vit ses dernières heures. Vous voyez, au fond de la vallée, c'est là que le Che avait établi son poste de commandement. C'est à cet endroit qu'ils se sont battus. Puis il a été blessé, un guérillero a dû l'aider à marcher, et puis ils les ont poursuivis. Menés par deux guides, nous nous dirigeons vers le lieu où le Che a été blessé. Ça y est, on approche, et pour que ce soit plus ressemblant, les deux guides partent en courant. Il faut suivre, certains se perdent. Le Che était blessé, et un de ses hommes le portait sur son dos. Ils se sont enfuis par la droite. Et là, en remontant, ils sont tombés nez à nez avec 4 soldats qui chargeaient un mortier. Et puis ils se sont fait arrêter. En marchant encore 1 heure en direction du nord, le petit groupe de touristes va découvrir une nouvelle attraction. Mais celle-ci est bien vivante. C'est un témoin, la dernière personne à avoir vu le Che vivant. Madame Virginia Calvamontes, le Che parle d'elle dans son journal de campagne. Parfois, le Che me visite pendant mon sommeil pour que je n'oublie pas qu'il est là, au fond du canyon. Grâce à lui, nous avons eu l'eau courante, une école, une infirmerie et un chemin. Quand je mourrai ici-bas, j'irai le rejoindre là où il est. Et il est où? Pour nous tous, il est au ciel et de là-haut, il ne nous oublie jamais. Ici, rien n'a vraiment changé depuis le passage du Che. Et pour Virginia, le tourisme est une aubaine. Photos, anecdotes, cadeaux, la gardienne du temple Virginia entretient le mythe. Moi qui suis américain, je trouve ça très bien qu'on n'oublie pas le combat du Che. Même si aux États-Unis, certains préféreraient qu'on n'en parle plus, à cause bien sûr des idéologies qui ne sont pas du tout les mêmes. Troisième grande étape du pèlerinage, la Higuera, à une dizaine de kilomètres. C'est dans ce village que le Che a vécu ses dernières heures. Arrêté, il est enfermé dans cette école où il est abattu à bout portant par les militaires boliviens. Aujourd'hui, l'école est devenue une infirmerie. Chaque week-end, elle se transforme en sanctuaire. Pour tous les habitants d'Higuera, une chose est sûre, Ernesto Che Guevara était un saint homme. Il y a quelques années, tout le village s'est cotisé pour lui dresser un monument. Dans ce village, le Che est considéré comme un saint. Ici, on l'appelle Saint Ernesto de la Higuera. Et vous savez, il a fait beaucoup de miracles. Retour au bus pour la dernière station du circuit de Che Guevara. Direction la ville la plus proche, Valle Grande. C'est ici, à la sortie de la ville, dans un ancien lavoir, que le cadavre du Che avait été déposé pour être présenté à la presse. Pour les touristes, moment de recueillement, ils découvrent sur les murs des centaines d'inscriptions à la gloire du Che. Contra la ignorancia, impondremos la cultura y la razón. Por eso, revolución. Rapatrié par hélicoptère, le corps du Che avait été confié à un médecin de la ville pour le préparer. Aujourd'hui, le médecin se souvient. Les gens passaient et lui volaient une mèche de cheveux, un fragment de vêtement, comme si ça pouvait leur porter bonheur. Discrètement, ils arrachaient même un bout de quelque chose et le cachaient comme si c'était un vrai trésor. À Valle Grande, une seule boutique de souvenirs, tout au bout de la rue principale. Ici, le merchandising, les produits dérivés, on ne connaît pas. Il y a seulement des dizaines de photos du Che. Elles sont vendues par celui-là même qui avait pris les premières photos du Che mort. Ça fait 30 ans que le Che est mort. Le mythe est toujours là et nous ne l'avons jamais exploité. Notre idée est de vendre tout ça. Nous avons créé une véritable destination touristique et tout ça pour faire vivre notre région. Terminez les vieux hôtels. Dans les 2 ans à venir, toute la région va changer. On prévoit déjà d'ouvrir plusieurs complexes hôteliers. Des campings verront le jour en pleine montagne.
Che Guevara. À 2 heures de Douala, au nord du Cameroun, la réserve de Waza. Sur des milliers d'hectares, un gigantesque parc animalier. Un véritable paradis pour les touristes. Et tous les ans, ils sont plusieurs dizaines de milliers à débarquer. Dès leur descente d'avion, ils sont accueillis par une fantasia. Après un rapide détour par l'hôtel, direction la réserve, l'une des plus belles d'Afrique. Girafes, lions et surtout des éléphants, on en compte près de 2000. Mais ces touristes ne sont pas venus à Waza pour un simple safari photo. Eux sont bien décidés à ramener un tout autre trophée, par exemple un éléphant. Car dans cette région, le pachyderme est devenu l'ennemi numéro 1. Il dévaste toutes les cultures. Le gouvernement a donc décidé de rouvrir la chasse. C'est le travail de Norbert Sebé. Guide de chasse, il a décidé de proposer cette attraction aux touristes. Il vous en coûtera 3000 francs pour un éléphant. Pour lui, tout commence par la recherche des traces. Comme dans une enquête de police, c'est d'abord le recueil des témoignages. Au Cameroun, le gouvernement autorise la chasse d'une centaine d'éléphants par an. Dans la région de Waza, une vingtaine sera abattue. Un troupeau est passé par là, il y a environ 3 jours. C'était en pleine nuit. Je les ai entendus, mais j'ai rien vu. Ah bon? Ok. Il n'y a pas de traces. Et même là-bas, ils confirment que bon, j'ai pas traversé. Là-bas au village, ils disent qu'ils sont là que pour pas. Pour le chef des rangers du parc, c'est certain, les éléphants n'auraient pas quitté la forêt. Il décide donc d'aller plein ouest en direction de la réserve. À quelques centaines de mètres des voitures, renseigné par un pisteur, Reinhard Wyss, lui aussi guide de chasse et associé de Norbert, trouve le premier indice. Tu vois, c'est presque encore fraîche. Parce que ça date de ce matin. 6h, 7h, 8h par... Ouais. La traque se poursuit, tous les touristes remontent en voiture. 3 kilomètres plus loin, nouvelle trace, nouvel arrêt. C'est juste un petit grotte. Et là, on voit des traces, ils sont partis comme ça. Cette fois, pas de doute, le troupeau est passé par ici, il y a moins de 3 heures. Rapide leçon de maniement des armes pour les apprentis chasseurs. C'est le Cameroun qui est un des endroits qui est encore accessible aussi à des bourses normales, on peut dire, parce que les autres destinations comme le Botswana et le Zimbabwe sont devenus déjà des pays de luxe, où peut-être une chasse va vous coûter, enfin pour donner un chiffre à peu près dans les 15-20 millions de francs CFA, disons à peu près 20 000 francs français, ce qui est quand même considérable. La piste était bonne, un troupeau d'éléphants est en vue. Les touristes quittent les véhicules, ils recherchent un animal isolé. En groupe, l'éléphant est dangereux, pas question de s'y attaquer. Sa charge pourrait être mortelle. Un vieux solitaire est repéré. C'est Reinhard qui mène le groupe. Tous les touristes sont derrière lui. Quelques photos souvenirs, et ensuite l'éléphant sera débité en morceaux.
c'est pas des trucs de tuer, de faire boum. C'est pas ça le moment qui fait le plaisir. Le plaisir de chasser, pour moi, c'est de pister derrière, d'essayer d'attraper l'animal et de le pourchasser. C'est juste le dernier moment là. Et quand tu fais ça pour des sensations dans un troupeau des éléphants, pour moi, je peux dire, je suis plein d'adrénaline. Autour de la dépouille de l'éléphant, une foule commence à se former. Ici, les éléphants ont dévasté tous les champs de mil. C'était un désastre pour nous. Et nous sommes très heureux maintenant que les chasseurs s'occupent enfin des éléphants. Et en plus, la viande est très très bonne. En quelques heures, plusieurs centaines de kilos de viande vont être ainsi découpés. Conformément à la loi, la tête de l'animal est hissée à bord d'un véhicule. C'est la preuve que l'éléphant n'a pas été braconné. Ensuite, elle sera remise à un agent du gouvernement chargé de comptabiliser cette chasse. Les touristes, eux, sont déjà repartis pour d'autres aventures.